Bonjour Dr Frank Paita, nous voici dans cette troisième émission autour de la question de la vaccination du Covid-19. Aujourd'hui, quelques questions très pratiques. Quelle est l'efficacité de ce vaccin? On parle de 95% d'efficacité. Alors oui, donc les 95% c'est concernant le vaccin Pfizer. Et donc en fait, quand on parle des 95% d'efficacité, c'est que lorsque l'on a vacciné, en fait, il y avait un groupe vaccin et un groupe placebo. Dans le groupe vaccin, après une injection et une deuxième injection, en fait, au bout de 7 jours, on a regardé le nombre de personnes avec un Covid positif. Et donc, il y avait en relativité, en fait, j'ai plus les chiffres en tête, mais 9 dans le cas vaccin et 169 dans le cas Covid sur un échantillon de plus de 40 000 personnes. Donc, quand on fait en fait justement la différence entre ces deux, c'est une efficacité relative de l'un par rapport à l'autre. Il y a une différence de 95% entre les deux après 2 injections. Voilà, c'est ça que ça représente. Alors cette efficacité, elle se retrouve en tout cas testée principalement sur des patients de 16 à 75 ans, mais donc sachant que de 16 à 55 ans, c'est là où il y avait plus de personnes, de 55 à 65, il y avait aussi un pourcentage important, 65-75, un petit peu moins, mais aussi significatif, mais après 75 ans, la population étudiée est trop petite pour pouvoir donner des chiffres probants, pour pouvoir dire est-ce que les chiffres que l'on a, les débuts de chiffres que l'on a sont représentatifs pour cette population. Alors bon, c'est un peu paradoxal parce que c'est les gens qu'on vaccine en premier lieu, mais l'échantillon était petit, voilà. On va dire c'est un peu une extrapolation des données sur les autres populations qui permettent de dire il y a une réduction quand même qui était relativement nette de nouveaux cas Covid parmi ceux qui étaient vaccinés. Et deuxième chose, c'est que ça ne teste pas particulièrement la capacité, de savoir si ça va limiter la transmission en fait du virus, simplement parce que ça c'est très très compliqué à mettre en œuvre d'un point de vue méthodologique. Il faudrait suivre des centaines de milliers de personnes vaccinées versus non vaccinées avec un suivi, en termes de mise en place de protocole, c'est pour ainsi dire impossible. Et donc ça veut dire que cette donnée, c'est pas que ça ne diminue pas ou que ça diminue, c'est juste on peut pas le dire parce que c'est trop compliqué à mesurer en fait. Quelle sera la responsabilité des laboratoires par rapport à ces vaccins ? Alors du coup, effectivement, par accord avec les autorités de santé et puis donc au niveau de l'agence européenne et au niveau des États, les laboratoires sont dégagés de leurs responsabilités en cas d'effets indésirables. Alors c'est effectivement, ça peut paraître regrettable. Effectivement, c'est quelque chose éthiquement qui peut être tout à fait réfléchi et je pense à juste titre. Simplement, dans le contexte en fait avec la vitesse de production qu'il a été exigé. En gros, les États ont dit fournissez-nous un vaccin le plus tôt possible. Et puis le laboratoire peut dire mais nous on a besoin de faire plus de tests pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effet indésirable. Et puis l'État va dire c'est pas grave, nous on en prend la responsabilité, mais on essaye d'avancer en fait. Donc un peu la stratégie a été celle-là, même si ça peut être discutable effectivement quoi. Donc voilà. On a vu apparaître des variantes de la Covid-19 apparaître en Angleterre ou en Afrique du Sud. Est-ce que les vaccins seront toujours efficaces en cas de mutation ? Alors ça, c'est le temps qui va le dire. Comme on l'a vu, là actuellement pour ce vaccin Pfizer, l'immunité est faite par rapport à l'ARN du virus qui va coder pour une protéine, les protéines S, qu'on appelle Spike. Et la question c'est de savoir est-ce que dans la mutation, ces protéines S vont toujours être présentes ou être modifiées. Là, ça devient pointu, je ne sais pas. Et simplement dans les données pour l'instant que l'on a en Angleterre, j'ai pu entendre certains qui disaient oui on a autant d'efficacité. Je dirais pour l'instant plutôt je ne sais pas. Je ne sais pas et surtout c'est qu'il y a un variant anglais mais il y a plusieurs variants en fait qui circulent au niveau des pays et donc ça c'est le temps qui va le dire. S'il y a une modification profonde, ça se peut que ça ne soit pas le cas comme c'est le cas, vous savez les vaccins pour la grippe sont renouvelés tous les ans parce qu'il y a une capacité de mutation et de variation importante et qui fait qu'un vaccin d'une année ne sera pas pertinent pour le vaccin l'année suivante quoi. On a entendu parler de cette question d'ADN en rapport avec ce vaccin. Est-ce que ce vaccin Covid-19 peut modifier mon ADN ?
Oui, alors là de façon théorique, juste pour comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire d'ADN et d'ARN, comme j'avais pu le dire, quand on a une cellule, dans une cellule il y a un noyau. Dans ce noyau il y a l'ADN, et l'ADN c'est ma bibliothèque, c'est l'information de ma structure de base, de toutes les informations de mon organisme, on va dire c'est mon disque dur quoi. Et lorsque cet ADN, on va dire il va être transcrit, il va être copié en fait sous forme d'ARN pour être ensuite traduit sous forme de protéines. Donc en gros on a la séquence ADN, ARN, protéines. L'ADN est dans le noyau, l'ARN et la protéine sont faites hors du noyau, c'est dans une partie qu'on appelle le cytoplasme, et les choses se font dans cet ordre-là. Donc il n'y a pas de chemin qui se font dans l'ordre inverse. Donc à l'heure actuelle, de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu essayer de chercher, de comprendre, de voir s'il pourrait y avoir des arguments pour expliquer un retour en arrière depuis l'ARN, de remonter jusque dans le noyau. Pour l'instant, il n'y a pas d'argument probant pour justifier ça, en tout cas sur ce vaccin ARN. Alors il y a d'autres vaccins à ADN, il faudrait creuser la question, voir un petit peu quelle est la technique plus en profondeur, ça pourrait faire l'objet de notre vidéo. Mais bon, à l'heure actuelle, a priori, pas d'éléments en faveur de ça. Oui. Dernière question plus personnelle. En tant que médecin, avez-vous reçu de l'assurance santé ou de l'État des consignes pour vacciner vos patients ? Non. Pas du tout. C'est simplement les recommandations que vous entendez dans les médias, c'est-à-dire que la stratégie a été faite en ciblant d'abord les populations qui ont été considérées à risque, donc plus de 75 ans, âgés, etc. Et puis ensuite, il y a plusieurs phases avec les soignants, etc. Mais les patients actuellement, en fait, se présentent dans des centres de vaccination. En fait, c'est au volontariat, quoi, tout simplement, quoi. Donc, il n'y a pas de chiffres qui nous sont demandés ou exigés, et puis voilà. Et pour aller un petit peu dans ce sens, c'est que la décision ensuite pour chacun de se faire vacciner va être en fonction de sa situation, de ses compréhensions, de ses choix, et puis en discussion avec son médecin. Donc ça va être quelque chose qui, à mon sens, est individuel, quoi. Merci Dr Franck Pajta pour vos éclairages dans ces 3 émissions liées à la vaccination contre la Covid-19, et à très bientôt dans Détox ta foi. Merci, à bientôt, au revoir.